journal. Excellente condition à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne panafricaine des diasporas pour cette session d'information. Débutons ce journal par la célébration de la journée internationale de la Bible qui est le livre le plus lu au monde. Celui-ci parle du Dieu créateur et de l'œuvre du salut de l'humanité accomplie par son Fils Jésus-Christ. C'est depuis le 24 novembre 2014 que la journée internationale de la Bible a été instituée avec le soutien des États-Unis d'Amérique pour valoriser la Bible. À propos de cette journée, suivons donc ce récit de Rudy Gloire Maswangui. Par définition, la Bible est un recueil des textes de l'Ancien et du Nouveau Testament. C'est le livre sacré des chrétiens, encore appelé Saintes Écritures. C'est à l'initiative des États-Unis d'Amérique et plus particulièrement de l'Association de la Bible qu'a été instituée une journée internationale de la Bible, célébrée tous les 24 novembre de l'an. Plus anciennement, l'on a même retrouvé une injonction du président Roosevelt en 1941, ordonnant de célébrer un week-end de la Bible. Pas étonnant, les États-Unis prêtent serment sur la Bible. Il faut garder à l'esprit cette origine américaine pour comprendre cette journée, dont le but est d'encourager la lecture de la Bible, le livre qui vulgarise l'œuvre du salut en Jésus-Christ. L'intention affirmée est clairement prosélyte, et les organisateurs n'hésitent pas d'affirmer qu'il s'agira également d'une occasion de réunir ceux qui aiment Dieu et veulent le remercier. Au Congo, plus précisément à Pointe-Noire, cette journée semble presque très mal connue et des autorités et des populations même chrétiennes. Aucune activité officielle, aucune déclaration gouvernementale, aucune évangélisation autour de la Bible. C'est le livre le plus répandu au monde. La Bible arrive largement en tête des livres les plus lus au monde. Elle a été vendue à près de 4 milliards d'exemplaires uniquement ces 50 dernières années. La Bible reste le livre le plus vendu à l'heure actuelle. Il est dit qu'elle semble indétrônable. Il ressort d'un texte biblique ce qui suit, je cite, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Josué 1, le verset 8. Au fond, on peut exploiter la Bible pour réussir dans nos entreprises. Il est de signaler que la Bible a été écrite par 40 personnes différentes, dont Moïse fut le premier écrivain. Elle a été traduite en 1763 en 2000 langues diverses ou plus. Sachant que la Bible nous dit tout et nous enseigne la façon de faire et d'être. Mettre ces enseignements en pratique peut favoriser la cohésion sociale, l'éducation des familles, un climat apaisé au milieu des politiques et par le fait même le développement socio-économique. La Bible doit être loin d'alimenter les disputes de religion ou les discussions vaines, mais prône plutôt l'amour du prochain. Passons d'une célébration à une autre en prélude à la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes célébrée le 25 novembre de chaque année. Notre reporter Brady Marden vous propose ce reportage intitulé « Maltraitance de la femme dans le foyer, une cause de traumatisme chez l'enfant ». Suivez. Semblable aux dégâts que cause une pluie diluvienne, le traumatisme. Un dommage ou choc résultant d'une lésion causée par une blessure ou un coup. C'est aussi en psychologie la conséquence d'un trauma psychologique. C'est ce dernier qui est le calvaire ou le vécu de plusieurs enfants. Des enfants rongés par la peur, le stress, en vivant sous leurs yeux la maltraitance de leur maman, perpétrée par leur papa au sein de leur famille. C'est souvent des actes d'une brutalité sans pareil. Le foyer qui devait être un milieu convivial par excellence, renvoyant l'amour, la joie, la paix, la gaieté à satiété, propre pour l'épanouissement d'une famille, semble devenir un milieu hostile. Certains foyers deviennent presque des camps militaires. Hélas, une catégorie des époux exagère dans leurs mauvaises manières, se permettant de maltraiter leurs femmes, même devant leurs enfants, avec des actes de violence verbaux
et physique fait des insultes, des menaces sexuelles, des coups de poing aux allures d'une compétition de karaté, de boxe ou de judo. Une marginalisation qui ne dit pas son nom. Bref, cela entraîne chez l'enfant qui le vit au quotidien une lésion intérieure, un choc dans sa tête qui impacte parfois toute sa vie avec pour conséquence directe le déséquilibre sur le plan scolaire, dans la vie sociale et pourquoi pas la mort. Et l'on se rend compte que dans cette vie, il y a beaucoup de traumatisés psychologiques. Ce genre d'enfant, devenu papa ou maman, ce traumatisme aura des répercussions sur sa famille. Combien ne sont-ils pas dans cette situation ? Le trauma psychologique renferme des conséquences émotionnelles pénibles qui peuvent entraîner à l'enfant une désorientation dans la vie, surtout s'il n'est pas suivi par un psychologue. Si la loi divine nous demande d'aimer son prochain, c'est-à-dire lui faire du bien, à plus forte raison à son époux ou à son épouse. Non, l'homme ne doit pas être ennemi de sa femme, mais plutôt un amour. En effet, un confident, afin de faire régner un climat de bonheur dans la famille, propre à favoriser l'épanouissement tous azimuts de sa progéniture. C'était là un reportage de notre reporter Brady Marden en prélude à la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard de la femme. À présent, parlons du réseau routier dans la capitale économique. Avec 342 000 km², le Congo est un pays rempli de richesses tous azimuts, mais force est de constater que Pointe-Noire, sa capitale économique, a jusqu'à ce jour un réseau routier qui est dans un piteux état. Notre équipe de reportage a fait balader sa caméra pour savoir ce qu'il en est exactement. Suivant ce reportage, constat d'Armélie Matona. Dès qu'on pense aux routes, on pense au nombre des travaux publics. La route sert à l'intercommunication entre citoyens et entre les peuples. La route est un grand facteur de développement. Une route donc qui a de nids de poules, des trous béants, qui manque de pontes et de canalisation, est la cause de bien d'accidents et favorise le phénomène embouteillage. Autre conséquence des routes dégradées. Au-delà des accidents, il est le fait de manquer en rendez-vous d'affaires, les retards au travail, à l'école, au marché et bien des lieux importants. La route devait être bien et régulièrement entretenue. Placer des dodanes en cas de besoin. Sans la route, pas de bonne santé. Car on est censé se déplacer lorsqu'on est malade, surtout en cas d'urgence. Mais avec quelle route ? Les routes font vraisemblablement défaut dans la capitale de l'or noir. Le développement est au prix de la construction des routes de développement. Car les routes mal construites et mal entretenues nous tuent du jour le jour. Lorsqu'on sait que gouverner, c'est prévoir. Prévoir des bonnes routes, des routes à circulation fluide, donc sans embouteillage, sans crevasse, sans marre d'eau. Lorsqu'on n'a pas prévu, ne soyons pas surpris des dégâts. Comment est-ce que les autres font pour que leur route soit toujours en bon état? Est-ce qu'il faut douter de la compétence de nos autorités compétentes? La ville de Pointe-Noire, capitale économique et ville pétrolière, mérite, l'on dira, des routes dignes, construites dans les règles de l'art. Pensez-vous qu'une capitale économique, avec ses routes en dégradation continue, pourra faire valoir l'économie? Certainement pas. Si aujourd'hui, le gouvernement nous protège contre la pandémie à coronavirus Covid-19, ce qui est une bonne chose, mais nous offrir des routes de qualité, non seulement nous protégera contre la mort par accident, ces routes de qualité contribueront largement au développement tous azimuts de la mère patrie. Il n'y a pas que les routes qui sont en mauvaise qualité dans la capitale économique, les infrastructures sportives aussi. C'est le cas du complexe sportif de Pointe-Noire qui est depuis quelque temps dans un état insalubre et à l'orée des compétitions qu'il va abriter, notamment le championnat national Ligue 1. Comment cela va-t-il se passer? Nos reporters Prince Charlie Chikaya et Meriorska Bakotana nous font l'état des lieux du seul stade de la capitale économique. Alors que le lancement du championnat national a été annoncé par l'instance dirigeante du football congolais, notamment la FECOFOOT, pour le 11 décembre prochain, le stade municipal de Pointe-Noire présente jusqu'à ce jour un visage inquiétant. Tenez, comment comprendre qu'à l'orée du championnat national, ce complexe sportif se trouve encore dans un état d'insalubrité d'un autre âge? Les images parlent d'elles-mêmes.
Nous sommes sans ignorer qu'il y a de cela quelques jours que l'instance dirigeante du football africain a sanctionné le stade Alphonse Massama Deba de Brazzaville pour non-conformité aux normes des stades actuels FIFA, même si celui-ci n'est pas qualifié pour les rencontres internationales. Cette sanction devrait tout de même nous interpeller pour que les conditions de compétition sportive, soient-elles nationales, deviennent quelque peu acceptables. Ça, c'est ce qu'on appelle les actions de charme politiciens. L'on construit son lendemain et nous irons de réhabilitation en réhabilitation. Hélas. Regardé en chien de faïence par les politiques et parfois incompris dans son rôle par le citoyen lambda, le journaliste est cette voix des sans-voix qui, pourtant, occupe une place de choix dans la société. Pour vous aider à comprendre son rôle, nous vous proposons cet éditorial de Chief Chivungu intitulé « Que serait le monde sans journaliste ?» Suivez. Chacun est appelé à jouer un rôle dans la société mondiale que nous constituons. Et c'est justement le rôle bien joué par les uns et les autres dans leur domaine de compétences qui rend agréable la vie. Le journalisme, justement, est un des métiers dans la panoplie des métiers qui rendent agréable la vie dans tous les secteurs d'activité. Mais le rôle de ce noble métier est différemment compris des communs des mortels. Le grand public, les chefs d'entreprise, les diplomates, les scientifiques, les religieux et surtout les autorités politico-administratives et militaires, prenant les journalistes pour des adversaires ou pour des éléments gênants et dérangeants dans la société. Il y a tout de même dans ce lot une minorité qui connaît leur place et le rôle salutaire qu'ils jouent dans la société. Mais c'est finalement quoi le journalisme? Suivez attentivement s'il vous plaît. Selon Michel Voirol, un de nos ancêtres du métier, le journalisme c'est quoi de neuf? Et ce quoi de neuf, c'est tout ce que l'humanité fait de contre-loi et de contre-nature dans une société régulée justement par des lois, des règlements, des normes et procédures propres à garantir la stabilité, la paix, la sécurité, la cohésion sociale, la justice, l'équité, l'égalité, la liberté, bref, le développement harmonieux d'un peuple partageant un destin commun dans un État. En effet, toutes les fois qu'une loi, civile tous azimuts ou naturelle, une norme, une procédure, n'est pas respectée dans un secteur quelconque de la vie en société, cette attitude contre loi ou contre nature intéresse le journaliste. L'on qualifie ça de trouble à l'ordre public. Si les forces de l'ordre interviennent lorsqu'il y a trouble à l'ordre public, les journalistes de même interviennent dans les mêmes conditions, chacun jouant simplement son rôle. Souvent, on leur demande des autorisations avant d'eux. Non. Conformément à leur métier, ils n'ont pas d'autorisation à attendre ou à prendre de qui que ce soit pour intervenir. Ils sont en effet en mission partout où ils se trouvent. Ne pas récolter l'information à l'instant où elle se présente est synonyme à la non-assistance à personne en danger. Son ordre de mission naturel, exigé du métier, au-delà des ordres de mission administratifs, c'est l'acte contre loi ou contre nature constaté. C'est répondre à son rôle naturel, ce pourquoi il existe, pourvu qu'il soit un vrai et professionnel journaliste. Et chez le journaliste, le trouble à l'ordre public est plus étendu. Il n'attend pas toujours d'être saisi, mais il se saisit par obligation du métier. Par exemple, une école qui manque de table-banc et bien plus, les élèves assis à même le sol, est un trouble à l'ordre public. Un robinet dont l'eau ne coule pas est un trouble à l'ordre public. Le délestage du courant électrique est un trouble à l'ordre public. Une canalisation bouchée est un trouble à l'ordre public. Bref, on peut multiplier les exemples. Le journaliste a un champ d'action large. Dans ce quoi de neuf de Michel Voirol, il vient mettre sur la place publique ces différents comportements maladroits qui froissent et entament le vivre ensemble dans le seul objectif de voir ces actes être réparés et réprimés si jamais. C'est pourquoi le journaliste est appelé le miroir de la démocratie
dans une société démocratique. Il œuvre à restituer la vérité dans l'objectivité, l'impartialité et de façon équilibrée. Le journaliste a le rôle d'informer le public et l'information en elle-même est un bien public dont il a droit. Compris comme ça, un journal ne devrait contenir que l'information bien publique, c'est-à-dire fait d'un contenu qui ressort des faits contre loi et contre nature. En tout cas, loin de l'information propagande qui rend indigeste un journal. Vous avez raison, chers téléspectateurs, auditeurs, lecteurs et internautes, de vous emballer, de vous cabrer lorsqu'on ne vous offre que des journaux qui ne savent faire que la promotion des personnes et des biens. Demeurez exigeants jusqu'à ce que nous jouerons le rôle naturel qui nous est dévolu. Combien de citoyens savent qu'être informés est pour lui un droit, au même titre que le droit d'être éduqué. Un homme informé est un homme libre, dit-on. Mais quelle information rend libre l'informé? N'est-ce pas une information de qualité? Celle qui fait tout d'abord l'objet d'une information, s'il vous plaît. Donc contre loi et contre nature. Et qui est traitée dans les règles de l'art journalistique, en répondant aux cartésiens quoi, qui, quand, où, comment et pourquoi. Une information vérifiée à la source, hélas. Les sources d'information sont systématiquement et hermétiquement fermées aux journalistes, alors que l'accès libre aux sources d'information est garanti par la loi. Donc bloquer l'information propre à faire éclater la vérité et faire jaillir la lumière est contre loi dans une société. Et par le fait même, fait l'objet d'une information. C'est au nom de cette attitude coupable que vous n'avez pas parfois les infos que vous attendez de nous. Mais ce n'est pas ici une excuse pour faire de nous des journalistes propagandistes ou griots. Le propagandiste a sa place dans un organe de presse, oui, mais pas dans la salle de rédaction, au service commercial certainement. Car l'entreprise de presse a besoin d'argent pour supporter ses charges et être véritablement indépendant, servir le public une information tout aussi indépendante. Le monde sans journaliste serait invivable, dans l'obscurité totale, l'insécurité accrue. Un monde où le plus fort serait indéfiniment au-dessus du faible, où la loi qui y régnera sera la loi de la force et non la force de la loi. Le monde sans journaliste serait constitué des républiques bananières, car le journaliste en voie des sans-voix n'a pas de place dans une république justement bananière. Les pouvoirs publics devraient composer professionnellement avec ce quatrième pouvoir en vue d'un contrepoids légitime, se servant de ce pouvoir pour bien gouverner en recadrant ce qui doit l'être le plus simplement possible et ainsi affermir un règne ou un mandat. Fait comme ça, les deux pouvoirs ne se regarderont plus en champ de faïence. Le chevalier de la plume et du micro ne serait pas menacé ni jeté en prison pour son métier ou pour une opinion. Aimer les journalistes et leur rôle républicain, c'est aimer le peuple. C'est au cœur de la nation arc-en-ciel que nous ouvrons cette page internationale. Elle s'appelle Mpo Falate. Elle est issue du premier parti d'opposition sud-africain, l'Alliance démocratique. Elle est à ce jour la première femme noire choisie pour occuper la tête de la ville de Johannesburg. Illustration avec nos confrères d'Africa News. Pour la première fois de son histoire, la ville de Johannesburg a une femme noire à sa tête. Le conseil municipal a choisi Mpo Falate, issue du premier parti d'opposition, l'Alliance démocratique. À 44 ans, cette médecin de profession devient ainsi la première femme maire de la ville depuis 1946. Je suis très heureux de la nouvelle maire et du fait qu'elle soit une femme. Je pense aussi que nous avons besoin de plus de femmes leaders parce que les femmes aiment l'ordre. Il y aura plus d'ordre qu'il n'y en avait sous la domination des hommes. Nous n'étions pas satisfaits de la domination masculine, même si je suis un homme.
La maire Falatse a déclaré cette semaine que la ville de Johannesburg avait besoin de stabilité tout en donnant la priorité à la fourniture des services de base. Une femme leader pourrait bien nous traiter. Et nous voulons que les femmes dirigent le pays. Nous avons besoin d'elles pour concentrer ses efforts sur les routes, notamment, et aussi pour apporter de l'eau dans nos quartiers. Il faut qu'elles viennent voir comment nous vivons. Il s'agit de la 4e nomination comme maire de Johannesburg cette année. L'un est mort du Covid-19, un autre a été tué dans un accident de voiture. Le maire sortant, qui était en poste depuis octobre 2020, a perdu face à la nouvelle maire aux dernières élections municipales. Après la fermeture des candidatures à l'élection présidentielle libyenne, les habitants de la capitale Tripoli ont commenté le nombre important de participants au scrutin du 24 novembre, du 24 décembre, j'allais dire prochain. Africa News, encore une fois, pour ce reportage. Après la fermeture des candidatures à l'élection présidentielle libyenne, les habitants de la capitale Tripoli ont commenté le nombre important de participants. 98 personnes aspirent en effet à la présidence de la Libye, parmi lesquelles Saïf al-Islam Kadhafi, fils de l'ancien dirigeant assassiné Muammar Kadhafi, et Khalifa Haftar, chef de l'armée nationale libyenne autoproclamée, qui contrôle l'est du pays et certaines parties du sud. Seules 2 femmes, Leila Ben Khalifa et Ounaïda El-Mahdi, font partie des inscrits. En principe, nous pouvons dire au moins que c'est un accomplissement. C'est un début d'établissement d'un État de stabilité et de démocratie. En ce qui concerne les candidats jusqu'à présent, chacun d'entre eux n'a pas présenté sa vision. Quand chacun l'aura fait, alors nous pourrons voir qui est le plus digne. Quant aux anciens noms, ils ne devraient pas se présenter. 10 ans ont passé et nous n'avons rien vu qui vaille la peine d'être mentionné. Ils devraient donner une chance aux nouvelles personnes qui ne sont pas connues du public. Ils devraient au moins présenter un programme politique et nous dire ce qu'ils comptent faire. Mardi, l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye, Yann Kubis, a démissionné de ses fonctions à 1 mois du scrutin présidentiel du 24 décembre et près d'1 an après avoir pris ses fonctions. La liste finale des candidats sera publiée dans les 12 jours, une fois les vérifications faites. Terminons cette session d'information avec cette information concernant le milieu du sport, et précisément du sport roi, qui est le football. Après plus de 6 ans, l'affaire de la sextape a enfin été jugée. La star du Real de Madrid, Karim Benzema, a été condamné ce mercredi à 1 an de prison avec sursis et 750 000 € d'amende, reconnu coupable de complicité de tentative de chantage sur son ancien coéquipier Mathieu Valbuena. C'est un reportage, une fois de plus, d'Africa News. Après plus de 6 ans, l'affaire de la sextape a enfin été jugée. La star du Real Madrid, Karim Benzema, a été condamné à 1 an de prison avec sursis et 75 000 € d'amende. Le joueur de football a été reconnu coupable de complicité de tentative de chantage sur son ancien coéquipier Mathieu Valbuena. Les avocats de Karim Benzema ont aussitôt annoncé leur intention de faire appel, précisant que leur client, absent au tribunal, serait présent au second procès. À cause de cette affaire, Karim Benzema est resté éloigné de l'équipe de France pendant plus de 5 ans avant de faire un retour surprise avant l'Euro 2021. Mais cette condamnation ne devrait pas l'éloigner de nouveau des Bleus. Le patron de la Fédération française de football, Noël Le Graët, n'a pas tardé à réagir à la condamnation judiciaire et a déclaré que Karim Benzema ne sera pas écarté de l'équipe de France et qu'il reste sélectionnable. Fin de cette session d'information, mesdames, messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur TPT+, la chaîne panafricaine des diasporas.